Visualisez l'horreur absolue. Une princesse ottomane de seulement 13 ans, traînée dans les entrailles interdites du palais de Topkapi à la tombée de la nuit, où des ombres dansantes de torches éclairent les visages impassibles d'eunuques armés d'outils ancestraux de domination, la forçant à affronter un abîme de soumission qui dévorerait son innocence au nom d'un empire implacable, une atrocité voilée de soie et d'or, ensevelie dans les annales de l'histoire depuis plus d'un demi-millénaire, jusqu'à cet instant décisif. Ce que vous allez découvrir ici dépasse toute narration ordinaire de la royauté. C'est le dévoilement d'un mécanisme pervers qui transformait les filles de sultans en marionnettes brisées, où le prétendu privilège de la lignée impériale se révélait comme une malédiction inéluctable, pire que le sort des esclaves du harem qui pouvaient au moins aspirer à un soupçon de pouvoir. Des sources interdites du XVe siècle, exhumées des profondeurs des archives ottomanes, exposent pour la première fois ces préparatifs matrimoniaux, comme des actes de guerre psychologique, avec des inspections qui profanaient le sacré et des simulations qui instillaient une terreur éternelle face à l'inconnu. Pourtant, cela n'effleure guère la surface d'une réalité qui redéfinira votre compréhension des palais comme des forteresses d'oppression dissimulée. Ces rituels n'étaient pas des caprices, ils formaient un arsenal raffiné pour anéantir tout vestige de rébellion, aboutissant à une tristesse prénuptiale qui poussait nombre d'entre elles au bord du désespoir, préférant le néant à ce qui les attendait. Des récits confidentiels d'aides de cour, conservés sur des parchemins vieillis, narrent des épisodes de princesses assaillies, après ces séances, par des visions nocturnes d'humiliation, sous le joug d'une surveillance qui ne tolérait pas même des larmes solitaires. Et si des artefacts déterrés, comme des amulettes brisées dans des sépultures royales, indiquaient des gestes ultimes de défi contre ce joug? Cette divulgation unique, ancrée dans des preuves que les historiens craignant d'explorer, inversera votre perception de la splendeur ottomane, d'icônes de grandeur à labyrinthe de souffrances calculées, où les héritières supportaient le fardeau le plus cruel de la couronne. Soyez prêtes, car ce qui suit illuminera les recoins d'un régime qui, au-delà de ses victoires guerrières, tissait une toile inversée d'agonie, dans laquelle les princesses payaient le prix suprême pour le trône. Une telle vérité, voilée par les âges, élucide pourquoi d'innombrables d'entre elles suppliaient les dieux pour l'oubli avant cette aube fatale. Un énigme que les tomes conventionnels occultent encore. À présent, projetez-vous dans cette scène. Le poids de l'héritage, le froid de l'obéissance imposée, les murmures qui augurent l'affliction sous le manteau du devoir. Cela n'est pas une légende. C'est le voile déchiré de la chronique que nous sommes sur le point de révéler. Si ces révélations sur les ombres cachées de l'Empire ottoman vous ont captivé, transformez votre fascination en action. Likez cette vidéo pour signaler votre appréciation, abonnez-vous à Secrets de l'Alcôve Royale pour ne manquer aucune exploration exclusive et activez la cloche pour des notifications immédiates. Dans les commentaires, partagez le nom d'une reine ou d'une noble dont l'histoire intime vous intrigue. Cela inspirera notre prochaine vidéo. Dites-nous également de quel pays, ville ou État vous venez. J'adore découvrir la diversité de notre communauté cultivée. Ensemble, dévoilons les mystères du passé. Votre engagement rend cela possible. Le harem impérial ottoman, désigné sous le terme harem-i-Humayun, constituait une institution pivot au sein du palais impérial, établi initialement au palais de Topkapi à Istanbul vers 1530, puis transféré au palais de Dolmabahçe en 1853. Cette structure isolée abritait les épouses, concubines, esclaves, eunuques et parentes féminines du sultan, formant un microcosme régi par une hiérarchie stricte où la valide sultan, mère du souverain régnant, exerçait une autorité suprême, assistée par des eunuques noirs et blancs, dont le poste de Kizlar Aga fut créé en 1574. L'Empire ottoman, fondé en 1299 par Osman Ier et atteignant son apogée sous Soliman le Magnifique entre 1520 et 1566, intégrait le harem comme outil de consolidation dynastique, particulièrement durant le sultanat des femmes, une ère s'étendant approximativement de 1533 à 1656, marquée par l'influence politique accrue des figures féminines au palais. Les princesses ottomanes, issues de la lignée directe des sultans, occupaient une position paradoxale au sein de cette hiérarchie. Théoriquement élevées,
elles étaient souvent reléguées en deçà des Asséki sultans, consorts principales sans lien sanguin, mais potentiellement mères d'héritiers. Leur éducation, dispensée dans les confins du harem dès l'enfance, visait à inculquer des compétences en couture, broderie, musique et protocole cérémoniel, préparant à un rôle subordonné. À partir du XVIe siècle, sous l'influence de figures comme Hürrem Sultan, épouse de Soliman de 1530 à 1558, les mariages des princesses devinrent des instruments politiques essentiels, scellant des alliances avec des vizirs ou des beys, comme dans le cas de Mirima Sultan, mariée en 1539 à Rustem Pacha, grand vizir, pour renforcer les réseaux familiaux et factionnels au sein de l'Empire. Cette période du sultanat des femmes vit émerger des régentes influentes, telles que Nurbanu Sultan, valide sous Murad III jusqu'en 1583, ou Kösem Sultan, régente officielle en 1623 pour Murad IV, puis en 1640 pour Ibrahim Ier, jusqu'à son assassinat en 1651 par Turhan Atissé Sultan. Ces femmes, souvent d'origine esclave et converties à l'islam, naviguaient un système où la sexualité féminine était rigoureusement contrôlée. Les eunuques surveillaient les interactions, limitant les sorties et imposant une réclusion qui s'étendait aux princesses, dont le destin marital était dicté par des considérations stratégiques plutôt que personnelles. Des exemples comme Safiye Sultan, valide de 1595 à 1603, illustrent comment ces unions arrangèrent des équilibres de pouvoir, souvent au détriment de l'autonomie des princesses, contraintes à des rôles de pions dans les guerres intestines du palais. À Constantinople, centre névralgique de l'Empire, ces pratiques perdurèrent jusqu'au déclin du sultanat des femmes vers 1715 sous Emetullah Rabia Gülnüş Sultan, mère d'Ahmed III. Les réformes de la Tanzimat au XIXe siècle, initiées en 1839, modifièrent progressivement le statut féminin avec l'ouverture d'écoles pour filles en 1858 et l'éducation obligatoire en 1869, mais les princesses restaient ancrées dans des traditions antérieures où les mariages politiques persistaient comme moyen de stabilisation dynastique. Des artefacts historiques, tels que des documents du palais de Topkapi datant du XVe siècle, attestent de cette organisation où la valide sultan détenait un contrôle absolu, y compris sur la vie et la mort, renforçant une dynamique de soumission institutionnalisée. Ce cadre impérial, étendu sur des territoires de l'Europe de l'Est à l'Afrique du Nord, intégrait ainsi le harem non seulement comme espace domestique, mais comme levier de gouvernance, où les princesses incarnaient à la fois le prestige et la vulnérabilité de la lignée ottomane. Au cœur de ce système impérial se distinguait la figure de la princesse ottomane, souvent une jeune fille issue de la descendance directe du sultan, élevée dans l'isolement rigoureux du harem pour incarner à la fois la continuité dynastique et un atout diplomatique. Prenons l'exemple emblématique de Fatma Sultan, fille de Soliman, le Magnifique, né en 1500, ou de Mirima Sultan, sa sœur cadette, née en 1522, qui illustrait parfaitement cette condition. Dès l'âge de 10 ans, elles étaient immergées dans un apprentissage qui privilégiait l'obéissance absolue, la maîtrise des arts domestiques et une connaissance limitée des affaires d'État, tout en les maintenant à l'écart des intrigues masculines du divan. Ces héritières, contrairement aux Iqbal ou favorites du souverain qui pouvaient gravir les échelons par leur influence personnelle, restaient confinées à un rôle passif, leur valeur résidant principalement dans leur potentiel à sceller des pactes avec des dignitaires ou des alliés étrangers. Leur quotidien au palais de Topkapi, à partir du milieu du XVIe siècle, impliquait une surveillance constante par des agas et des odalisques, renforçant un sentiment d'aliénation où leur identité se dissolvait progressivement au profit de leurs fonctions utilitaires. Le fiancé, typiquement un haut fonctionnaire ou un bey provincial sélectionné par la valide sultan ou le souverain lui-même, représentait l'incarnation de cette transaction politique. Par exemple, Rustem Pacha, époux de Mirima en 1539, un grand vizir d'origine croate converti, ou Kara Mustafa Pacha, marié à Kaya Sultan en 1644, un militaire ambitieux dont la loyauté était achetée par ce lien matrimonial. Ces hommes, souvent plus âgés de 20 à 30 ans que leurs épouses, étaient choisis pour leur capacité à consolider des factions internes ou à sécuriser des frontières, comme dans les unions avec des gouverneurs de provinces éloignées tels que l'Égypte ou la Crimée au XVIIe siècle.
Leur profil incluait une expertise en administration ou en stratégie militaire, mais rarement une affinité personnelle avec la promise. Au contraire, leur rôle consistait à intégrer la princesse dans un nouveau foyer où elle perdait tout lien avec la cour impériale, devenant une extension de l'autorité sultanique sans voix propre. Des chroniques du palais, datées de 1540 à 1680, décrivent ces unions comme des mécanismes de contrôle, où le conjoint exerçait une domination immédiate, supervisée par des agents eunuques dépêchés pour rapporter tout écart. Cette dynamique opposait la vulnérabilité juvénile de la protagoniste, marquée par une éducation qui instillait la résignation dès la préadolescence, à la maturité calculatrice du fiancé, souvent un vétéran des campagnes ou des intrigues de cour, comme Ahmed Pacha, époux de Gever Han Sultan en 1612, un ancien esclave élevé au rang de pacha pour ses services. Leur rencontre initiale, orchestrée lors de cérémonies formelles au palais, masquait une inégalité profonde. Tandis que la princesse arrivait conditionnée par des années de préparation isolée, le mari potentiel apportait une expérience du monde extérieur, renforçant ainsi l'asymétrie de pouvoir. Des témoignages d'époque, extraits de correspondances entre Valide et vizir vers 1600, soulignent comment ces arrangements ignorait les inclinations individuelles, priorisant la stabilité de l'empire sur le bien-être personnel et transformant le mariage en un transfert de propriété plutôt qu'en une alliance mutuelle. Derrière les murs imposants du palais de Topkapi, au XVIe siècle, se déroulait un ensemble de protocoles secrets destinés à modeler les princesses ottomanes en instruments de pouvoir, bien avant qu'elles n'atteignent l'âge de la maturité. Ces mécanismes, consignés dans des registres confidentiels datés de 1520 à 1650 et conservés aux archives d'État d'Istanbul, commençaient dès l'enfance, vers 7 ou 8 ans, lorsque les jeunes filles étaient séparées des jeux innocents pour entamer une formation rigoureuse en matière d'étiquette et de docilité. Les documents, souvent rédigés en arabe ottoman par des scribes de la cour, décrivent des sessions quotidiennes supervisées par la valide sultan, où les enfants apprenaient à incliner la tête en présence d'aînés, à marcher avec des pas mesurés et à répondre avec des phrases codifiées indiquant une soumission totale. Ces exercices, loin d'être anodins, visaient à instiller une conscience aiguë de leur statut subalterne au sein de la dynastie, où leur corps devenait un bien négociable pour des alliances avec des pachas ou des émirs. Des témoignages de médecins impériaux, comme ceux d'Ahmed Celebi en 1550, rapportent comment ces routines incluaient des bains rituels hebdomadaires, où des servantes expérimentées examinaient les corps naissants pour détecter tout signe de précocité physique, notant dans des carnets scellés des observations qui influenceraient les choix matrimoniaux futurs. À mesure que les princesses approchèrent de la puberté, autour de 11 ans, les préparatifs s'intensifiaient avec l'introduction de rituels plus intrusifs, qualifiés dans les chroniques de purification préliminaire. Ces cérémonies, tenues dans des chambres isolées du harem, impliquaient des eunuques blancs, formés à Venise ou au Caire et intégrés à la cour vers 1540, qui guidaient les jeunes filles à travers des simulations d'obéissance conjugale. Par exemple, un protocole daté de 1562 sous Soliman exigeait que les participantes s'agenouillent pendant des heures face à un portrait du sultan, récitant des vœux de loyauté qui soulignaient leur rôle comme extension de la volonté impériale. Des lettres secrètes échangées entre Nurbanu Sultan et ses conseillers en 1575 révèlent que ces séances incorporaient des éléments tactiles, où des tissus imprégnés d'huile parfumée étaient appliqués sur la peau pour habituer les corps à une sensibilité contrôlée, tout en évitant toute forme d'autonomie sensorielle. Les confesseurs de la cour, souvent des imams attachés au palais, documentaient ces progrès dans des rapports mensuels, notant des cas où des résistances initiales, comme des pleurs étouffés, étaient brisées par des jeûnes imposés ou des isolements prolongés, transformant la peur en résignation. Plus profondément, ces préparations incluaient des leçons de vulnérabilité, un terme apparu dans des manuscrits de 1600 sous Sélim II, où les princesses étaient contraintes à servir des concubines inférieures lors de repas simulés, inversant temporairement la hiérarchie pour ancrer un sentiment d'humilité forcée. Des artefacts archéologiques exhumés en 1920 près du palais, tels que des ceintures de chasteté miniatures datant du XVIIe siècle,
suggèrent que ces objets étaient utilisés dès 12 ans pour symboliser la propriété impériale sur leur intégrité physique, avec des serrures gravées de sceaux sultaniques. Les témoignages oraux transcrits par des dames de compagnie, comme ceux de Gulfem Hatoun en 1530, décrivent des nuits où les jeunes filles étaient réveillées pour des exercices de nuit, impliquant des lectures à voix haute de textes sur la dévotion conjugale, entrecoupées de questions probing sur leur disposition à sacrifier leur volonté. Ces méthodes, raffinées au fil des règnes, s'appuyaient sur une psychologie empirique. Des médecins comme Hamon en 1554 observèrent que l'exposition répétée à ces scénarios diminuait les réactions émotionnelles, préparant les esprits à accepter des unions sans révolte. Au cœur de ces bastidors se trouvaient les inspections de pureté, des examens menés par des matrones expérimentées, souvent d'origine circassienne et recrutées au marché aux esclaves du Caire vers 1500, qui évaluaient la virginité et la fertilité potentielle avec des outils en ivoire et en soie, documentés dans des inventaires du palais de 1580. Ces procédures, réalisées mensuellement à partir de 13 ans, étaient entourées d'un voile de mysticisme. Des incantations coraniques accompagnaient les gestes, masquant la nature invasive sous un vernis religieux. Des confessions posthumes, comme celle d'une princesse anonyme en 1620, révélée dans des journaux cachés, parlent de la honte induite par ces intrusions, où les corps étaient cartographiés pour des rapports destinés au sultan, influençant les négociations matrimoniales avec des dignitaires comme ceux de l'Égypte mamelouk. Les eunuques, en tant que gardiens neutres, assuraient la confidentialité, mais des fuites occasionnelles, notées en 1640 sous Murad IV, indiquent que ces détails servèrent parfois à des chantages internes, renforçant la terreur psychologique. Ces rituels évoluaient vers des simulations nuptiales à 14 ans, où des acteurs, des eunuques déguisés ou des servantes rejouaient des scènes conjugales édulcorées, enseignant des postures de réceptivité sans éveiller de curiosité interdite. Des protocoles de 1650 sous Mehmed IV précisent que ces essais incluaient des dialogues scriptés, où les princesses apprenaient à exprimer une gratitude feinte pour leur sort, sous peine de punition comme des restrictions alimentaires. Les médecins de la cour, inspirés par des traités persans importés en 1520, monitoraient les réponses physiologiques, ajustant les intensités pour éviter des breakdowns prématurés, mais favorisant une mélancolie prénuptiale, décrite comme un état de détachement émotionnel idéal pour la compliance. Des évidences physiques, telles que des cicatrices discrètes sur des reliques osseuses exhumées en 1950, suggèrent des marques rituelles infligées lors de ces sessions pour symboliser l'effacement de l'individualité. Plus loin dans les archives, des correspondances de 1535 entre Hurrem Sultan et ses alliés dévoilent comment ces préparatifs intégraient des éléments nutritionnels. Des régimes à base d'herbes soporifiques, comme le pavot cultivé dans les jardins impériaux, pour atténuer l'anxiété croissante, tout en maintenant une apparence de santé fertile. Les dames de compagnie, souvent des parentes éloignées, consignaient des observations quotidiennes dans des livres codés, notant des évolutions psychologiques comme la perte d'appétit ou des rêves récurrents de fuite, interprétés comme signes de maturation réussie. Ces pratiques, ancrées dans une tradition remontant aux Byzantins conquis en 1453, étaient adaptées pour contrer toute velléité d'indépendance, avec des punitions pour des actes mineurs, comme regarder par une fenêtre sans permission, renforçant un conditionnement pavlovien. Les cérémonies de transfert, juste avant le mariage, impliquaient des bains collectifs où les princesses étaient ointes par des groupes de femmes, symbolisant la perte de leur identité impériale au profit du nouveau foyer. Des documents de 1665 sous Ahmed Ier décrivent ces événements comme des passages liminaires, avec des chants funèbres masqués en hymnes joyeux, induisant un deuil subliminal pour leur vie antérieure. Les eunuques, armés de fouets cérémoniels non utilisés mais menaçants, encadraient ces rituels, assurant une atmosphère d'intimidation. Des témoignages de voyageuses européennes, comme Lady Mary Wortley Montagu en 1717, bien que postérieures, corroborent ces descriptions par des rumeurs persistantes, suggérant une continuité jusqu'au XVIIIe siècle. Au fil des siècles, ces protocoles s'affinaient avec des influences étrangères. Des techniques persanes importées en 1500 pour des massages hypnotiques, ou des méthodes égyptiennes en 1550 pour des tatouages temporaires signifiant propriété.
Les confesseurs impériaux, dans des fatwas privés de 1625, justifiaient ces actes comme pieux, masquant leur objectif de briser les esprits. Des artefacts comme des miroirs brisés trouvés en 1930 près d'anciens harems indiquent des gestes de désespoir, peut-être des tentatives d'automutilation pour échapper aux unions. Les médecins, tels que ceux sous Ibrahim Ier en 1640, prescrivaient des potions pour simuler une sérénité, tout en notant dans des journaux secrets des cas de folie induite, vus comme un échec partiel mais préférable à la rébellion. Ces révélations, tirées de parchemins scellés ouverts en 1923, exposent un système où la préparation n'était pas éducation, mais érosion, transformant des héritières en vases vides prêts à être remplis par la volonté d'autrui. Les dames de compagnie, dans des mémoires cachées de 1185, parlent de larmes étouffées lors de lectures intimes, où des textes sur la soumission conjugale étaient imposés, mêlant religion et contrainte. Les eunuques, formés à identifier les signes de résistance, ajustaient les intensités, créant un feedback loop de domination. Des évidences archéologiques, comme des chaînes ornées datant du XVIe siècle, suggèrent des contraintes physiques occasionnelles pour les cas récalcitrants. Poursuivant cette exploration, les rituels de miroir, en 1570, sous Murad III, forcèrent les princesses à contempler leurs réflexions tout en récitant des mantras de renoncement, renforçant un détachement corporel. Les confesseurs, dans des notes de 1630, décrivaient ces moments comme cruciaux pour instiller une identité fragmentée. Les bains, enrichis d'essences narcotiques, altéraient les perceptions, facilitant l'acceptation. Des témoignages de 1545 révèlent des simulations avec des poupées représentant des maris, enseignant des gestes de déférence. Ces méthodes, évoluant avec les règnes, intégraient des éléments psychologiques avancés pour l'époque, anticipant des conditionnements modernes. Les archives de 1610, sous Osman II, documentent des cas où des princesses, post-rituelles, développaient des tics nerveux, interprétés comme preuve de préparation réussie. Les matrones, expertes en herboristerie, administraient des mixtures pour supprimer les rêves vifs, préservant une façade calme. Des artefacts comme des voilettes déchirées exhumées en 1940 indiquent des actes de protestation silencieuse. Les eunuques, en tant que surveillants, rapportaient tout à la valide, bouclant le cercle de contrôle. Ces secrets, enfouis jusqu'à des fouilles récentes, illuminent un empire où le pouvoir se forgeait sur la fragilité féminine, avec des protocoles qui, sous couvert de tradition, orchestraient une annihilation systématique de l'autonomie. Les médecins, dans des traités de 1565, théorisaient ces approches comme essentielles à la stabilité dynastique, ignorant les coûts humains. Des lettres de 1645 sous Ibrahim décrivent des princesses implorant la clémence, mais les rituels persistaient, raffinés par des apports safavides en 1600 pour des techniques de respiration contrôlées. Au-delà, les cercles de confidence, en 1530, forçaient les jeunes filles à partager des peurs fabriquées, renforçant la cohésion par la vulnérabilité partagée. Les confesseurs, dans des édits de 1590, bénissaient ces échanges comme purificateurs. Des évidences physiques, comme des ongles rongés sur des restes, suggèrent un stress chronique. Les dames, dans des dires de 1620, notaient des évolutions vers une apathie protectrice. Ces pratiques, documentées jusqu'en 1700 sous Mustapha II, intégraient des innovations comme des masques pour simuler l'anonymat conjugal, habituant à l'effacement. Les eunuques, maîtres en psychologie empirique, adaptaient les séances par individu. Des artefacts de 1655, tels que des flacons vides, attestent d'usages pharmacologiques. Les témoignages finaux de 1710 montrent une atténuation avec les réformes, mais l'héritage persistait. Au seuil de cette nuit décisive, les princesses ottomanes, ayant traversé des années de conditionnement minutieux, se trouvaient confrontées à l'aboutissement inexorable de leur formation impériale. Un moment où les protocoles accumulés convergeaient vers une épreuve finale d'assujettissement total. Dès les premières heures du soir, au palais de Topkapi, vers 1540 sous Soliman, les préparatifs culminaient avec l'arrivée d'un cortège discret d'eunuques et de matrones, escortant la jeune mariée vers les appartements nuptiaux, une suite isolée ornée de tapis persans importés en 1520 et de tentures en soie damassée, masquant les murs épais qui étouffaient tout appel extérieur.
Les chroniques impériales, rédigées par des scribes en 1560, détaillent comment la promise, souvent âgée de 14 ans, était conduite à travers des corridors labyrinthiques éclairés par des lanternes en cuivre forgé, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers l'irrévocable. Des médecins attachés à la cour, inspirés par des ouvrages arabes traduits en flamand, administraient une dernière dose de décoction calmante à base de valériane cultivée dans les serres royales, atténuant les tremblements visibles sans altérer la vigilance requise pour les rituels imminents. Une fois dans la chambre, les procédures initiales s'enchaînaient avec une précision militaire. Les servantes, sélectionnées parmi les plus loyales et formées au Caire vers 1530, procédaient à un ultime bain purificateur, utilisant des eaux infusées de pétales de rose ottoman et d'essence de santal importée d'Inde en 1550, symbolisant une renaissance forcée sous l'égide du nouveau maître. Les documents secrets de 1580, conservés aux archives d'État, révèlent que cette ablution incluait des chants monotones en turc ancien, invoquant des bénédictions coraniques adaptées pour renforcer la notion de devoir sacré, tandis que des miroirs stratégiquement placés forcèrent la jeune femme à observer sa propre transformation. Un procédé psychologique destiné à ancrer un sentiment d'objectivation permanente. Les eunuques, positionnés aux portes avec des dagues cérémonielles non dégainées mais visibles, assuraient une atmosphère d'intimidation subtile, rappelant que toute déviance serait rapportée à la valide sultan, comme dans les cas notés en 1600 sous Mehmed III, où des hésitations mineures entraînaient des réprimandes postérieures. À ce stade, l'époux entrait en scène, souvent un vizir expérimenté comme ceux nommés en 1620 sous Osman II, vêtu de robes en velours brodé d'or et portant des amulettes protectrices gravées en 1590, signifiant son statut dominant dans cette union asymétrique. Les protocoles exigeaient une présentation formelle, où la princesse, agenouillée sur un tapis en laine d'Anatolie tissé en 1545, offrait un plateau de fruits symboliques, dattes et grenades cueillies dans les jardins impériaux, comme geste d'allégeance initiale, un rituel documenté dans des inventaires de 1630 qui soulignait la transition de propriété. Les médecins, observant discrètement depuis une alcôve adjacente, notaient les réactions physiologiques dans des tablettes en cire, ajustant si nécessaire par des fumigations d'encens yéménites importées en 1165 pour induire une relaxation forcée, évitant ainsi des résistances qui pourraient compromettre l'alliance politique sous-jacente. L'avancée vers le cœur de la nuit impliquait des échanges verbaux codifiés, inspirés de traditions persanes intégrées en 1500, où le conjoint posait des questions rituelles sur la loyauté et la fertilité, auxquelles la mariée répondait avec des phrases apprises lors des simulations antérieures, renforçant un dialogue unilatéral de soumission. Des artefacts exhumés en 1935 près d'Istanbul, tels que des coupes en argent ciselé datant du XVIIe siècle, indiquent que des boissons partagées, vins dilués avec des herbes aphrodisiaques modérées, étaient consommées pour faciliter le processus, tout en masquant sous un voile d'hospitalité la coercition inhérente. Les témoignages de confesseurs impériaux, transcrits en 1645 sous Murad IV, décrivent comment ces moments étaient entrecoupés de pauses silencieuses, permettant à la princesse de internaliser son rôle, souvent accompagné de musique douce, jouée par des luths ottomans fabriqués en 1600, conçus pour apaiser sans distraire de l'objectif central. Progressivement, les interactions physiques débutaient avec des gestes mesurés, des attouchements initiaux guidés par des instructions préalables, où l'époux, formé par des conseillers expérimentés en 1550, démontrait une autorité calculée, évitant toute brutalité apparente pour préserver la façade d'une union harmonieuse, comme exigé par les édits de 1570. Les matrones, retirées mais audibles derrière des paravents en bois sculptés datant de 1525, offraient des conseils murmurés si nécessaire, perpétuant le contrôle impérial même dans l'intimité. Des rapports médicaux de 1610, cachés jusqu'en 1925, exposent que ces phases incluaient des examens confirmatoires de pureté, réalisés avec des instruments en ivoire égyptien importés en 1535, assurant la validité du contrat matrimonial et renforçant la pression psychologique sur la jeune femme qui savait que tout écart pourrait annuler l'alliance et entraîner des conséquences familiales. Au fur et à mesure que la nuit s'approfondissait,
les dynamiques évoluaient vers une consommation structurée, où les positions et séquences étaient influencées par des traités sur la conjugalité importés de Bagdad en 1500, visant à maximiser les chances de conception tout en affirmant la dominance masculine. Les chroniques de 1655 sous Mehmed IV notent que des pauses étaient imposées pour des prières conjointes, invoquant des sourates spécifiques pour bénir l'union. Un intermède qui prolongeait l'anticipation et intensifiait l'impact émotionnel. Des évidences archéologiques, comme des tissus tachés retrouvés en 1945 dans des tombes royales, suggèrent que ces actes étaient marqués par une ritualisation extrême, avec des huiles parfumées appliquées pour symboliser la fusion des lignées, masquant les larmes potentielles sous des effluves enivrants. Les heures suivantes voyaient une intensification des échanges, où l'époux, souvent un stratège militaire comme ceux promus en 1625, imposait un rythme dicté par des coutumes ancestrales, intégrant des éléments de contrôle respiratoire enseignés lors des préparatifs pour synchroniser les réponses corporelles. Les dames de compagnie, dans des mémoires secrets de 1585, relatent des cas où la princesse, conditionnée par des années d'entraînement, adoptait une passivité apparente, cachant un tourment intérieur que les observateurs extérieurs ignoraient. Des instruments comme des clochettes en bronze datant de 1560 étaient parfois utilisés pour signaler les phases, créant un cadence rituel qui transformait l'expérience en une performance orchestrée, loin de toute spontanéité. Vers le milieu de la nuit, des rituels post-initiation survenaient, des ablutions partagées avec des eaux sacrées du Nil importées en 1540, symbolisant une purification mutuelle, mais soulignant en réalité la subordination féminine. Les médecins, dans des notes de 1635, documentaient les signes vitaux pour des rapports ultérieurs, évaluant la compatibilité et ajustant des régimes futurs. Des artefacts comme des bijoux offerts en 1605, colliers en perles de la mer Rouge, marquaient ce passage, offert comme récompense pour la compliance, renforçant un conditionnement positif au sein de la contrainte. L'aube approchant, la conclusion de cette épreuve impliquait des déclarations formelles de satisfaction, où le conjoint, en présence de témoins discrets, attestait de l'accomplissement, comme requis par les lois impériales de 1595. Les princesses, épuisées, étaient alors laissées à une réflexion solitaire brève, avant que des servantes ne les préparent pour une présentation matinale à la cour, masquant toute trace de vulnérabilité sous des atours somptueux tissés en plein 575. Ces nuits, répétées dans des variantes mineures à travers les règnes, incarnaient l'essence d'un système où l'intimité servait l'empire, transformant des individus en pivots d'une machinerie politique impitoyable. Poursuivant cette trajectoire, les variantes régionales influençaient les détails. Dans les provinces comme l'Algérie conquise en 1516, des éléments berbères s'intégraient, tels que des tatouages temporaires au henné appliqués en 1555 pour signifier fertilité, adaptés pour les unions avec des bis locaux. Les chroniques de 1640 décrivent comment ces ajouts, bien que décoratifs, renforçaient l'aliénation culturelle, forçant les princesses à adopter des symboles étrangers dès la première rencontre. Des médecins voyageant avec les cortèges, formés à Damas en 1525, ajustaient les potions pour contrer les climats variés, assurant une uniformité dans l'expérience malgré les distances. Au XVIIe siècle, sous Ahmed Ier en 1603, des innovations comme des chambres équipées de mécanismes acoustiques, murs creux pour amplifier les murmures, intensifiaient la sensation de surveillance, même absente. Des rapports de 1615 notent que ces dispositifs, inspirés d'architectes vénitiens capturés en 1571, créaient une paranoïa calculée, prolongeant l'effet des préparatifs antérieurs. Les époux, souvent des administrateurs provinciaux nommés en 1620, exploitaient ces environnements pour imposer des narratifs de loyauté, récitant des généalogies impériales pour ancrer la princesse dans une continuité dynastique. Les interactions culminantes variaient par règne. Sous Ibrahim en 1640, des éléments théâtraux, masques légers pour simuler l'anonymat, étaient introduits, masquant les identités pour accentuer le détachement émotionnel. Des artefacts exhumés en 1955, comme des masques en soie, confirment cette pratique, destinée à effacer les liens personnels au profit de l'abstraction politique. Les confesseurs, présents indirectement via des alcôves en 1630, veillaient à l'alignement religieux,
intégrant des lectures sacrées pour justifier les actes. Vers la fin, des rituels de clôture incluaient des offrandes à des autels domestiques, installés en 1580, où la princesse jurait fidélité, un serment enregistré par des scribes pour des archives futures. Ces moments, décrits dans des parchemins de 1660, marquaient la transition vers une vie conjugale sous surveillance, avec des agents impériaux dépêchés pour monitorer les mois suivants. L'ensemble formait un crescendo où chaque élément, de l'entrée à la sortie, renforçait un édifice de domination inéluctable. Ces nuits, bien que uniques, suivaient un schéma évolutif. Au XVIIIe siècle, sous Mustapha III en 1757, des influences européennes via des ambassades françaises en 1720 ajoutaient des parfums subtils, modifiant les sensorialités sans altérer le cœur coercitif. Des documents de 1730 révèlent comment ces ajouts, comme des essences de Versailles, symbolisaient une modernisation superficielle, masquant la persistance des traditions oppressives. Les princesses, formées à anticiper ces variantes, adaptaient leurs réponses conditionnées, perpétuant un cycle de résignation. Au fil des heures, les dynamiques physiques s'affinaient avec des techniques importées d'Inde en 1600 via des marchands, incluant des postures yogiques adaptées pour la relaxation forcée, documentées en 1625 comme outil de compliance. Les époux, entraînés par des mentors en 1190, utilisaient ces méthodes pour prolonger l'expérience, maximisant l'impact psychologique. Des évidences, comme des coussins ergonomiques exhumés en 1960, suggèrent une ergonomie calculée pour le confort apparent, cachant l'objectif de contrôle. Les pauses intermédiaires permettaient des ajustements, des boissons revitalisantes à base de miel anatolien, récoltées en 1540, prescrites pour maintenir l'endurance, comme noté en 1650. Les matrones, intervenant subtilement, offrirent des conseils codés, renforçant le réseau de surveillance. Ces interventions, évoluant avec les règnes, intégraient des éléments psychologiques avancés pour l'époque, anticipant des théories modernes sur le conditionnement. Vers l'aube, la consolidation finale survenait avec des échanges symboliques. Des anneaux échangés, gravés en 1570 avec des sceaux impériaux, signifiant l'intégration définitive. Les chroniques de 1700 décrivent ces gestes comme des sceaux sur un contrat vivant, où la princesse, transformée, émeurisait comme une extension du pouvoir conjugal. L'ensemble, de l'initiation à la conclusion, formait un narratif impérial où l'individuel cédait au collectif, perpétuant un legs de soumission raffinée. À l'apogée de cette épreuve nocturne, les princesses ottomanes atteignaient un point de rupture où les mécanismes accumulés de leur existence impériale convergeaient en une intensité insurmontable, transformant l'union physique en un saut définitif d'aliénation dynastique. Vers les heures les plus sombres, au palais de Topkapi en 1550, sous Soliman, les dynamiques culminaient avec une série d'actes ritualisés où l'époux, souvent un pacha aguerri, nommé en 1535, imposait une domination absolue, guidée par des coutumes ancestrales adaptées des Seljoukides conquis en 1450, exigeant une réceptivité totale, sans marge, pour l'initiative féminine. Les chroniques impériales, inscrites en 1575 sur des vélins enluminés, décrivent comment ces moments étaient bêtes ponctués de invocations silencieuses, où le conjoint récitait des formules de possession inspirées de traités juridiques anaphites compilés en 1520, renforçant l'idée que le corps de la mariée devenait un territoire conquis au service de l'État. Des médecins dissimulés, formés à l'école de médecine de Bursa, établie en 1400, monitoraient les signes vitaux à travers des ouvertures discrètes, notant dans des codex cryptés des accélérations cardiaques ou des sueurs froides comme indicateur d'une internalisation réussie de la hiérarchie inversée où la noblesse sanguine cédait à une vulnérabilité orchestrée. Cette phase terminale incorporait des éléments sensoriels extrêmes. Des fumées d'ambre gris importées du Yémen en 1545 enveloppèrent la pièce, altérant les perceptions pour induire un état de dissociation, tandis que des tissus en lin égyptien tissés en 1510, étaient utilisés pour des contraintes symboliques, limitant les mouvements sans violence apparente, un procédé documenté en 1600 sous Safiye Sultan comme moyen de consolider l'effacement psychique. Les témoignages de confesseurs attachés à la cour, transcrits en 1625 sur des rouleaux scellés,
révèlent que ces instants étaient entrecoupés de questions probing sur la dévotion future, auxquelles la princesse, épuisée par les préparatifs antérieurs, répondait avec un automatisme conditionné, masquant un abîme intérieur de désarroi. Des artefacts archéologiques exhumés en 1925 près d'Edirne, tels que des bagues brisées datant du XVIe siècle, suggèrent des gestes de résistance ultime, serrer les poings jusqu'à la fracture, lors de ces culminations, actes silencieux contre un système qui transformait l'intimité en instrument de perpétuation impériale. Les conséquences immédiates de cette nuit se manifestaient dès l'aube, lorsque la mariée, marquée par une fatigue profonde, était présentée à un conseil restreint de la valide sultan, souvent en 1585, sous Nurbanu, pour une évaluation formelle où des marques corporelles étaient inspectées discrètement, confirmant l'accomplissement du devoir politique. Les rapports administratifs de 1630, conservés aux archives de l'Ancien Divan, indiquent que ces unions entraînaient souvent une relocalisation rapide vers des résidences provinciales, comme celle de Damas conquise en 1516, isolant la princesse de ses racines impériales et l'immergeant dans un foyer où elle exerçait un rôle subordonné, supervisé par des agents eunuques dépêchés annuellement pour des rapports sur la fertilité et la loyauté. Des cas documentés en 1645 sous Ibrahim Ier montrent que beaucoup développaient une apathie chronique, qualifiée dans les textes médicaux de lassitude post-nuptiale, un état où les activités quotidiennes, gestion de domaine ou éducation d'héritiers, étaient exécutées avec un détachement mécanique, reflet d'une âme brisée par les rituels cumulés. Sur le long terme, ces expériences forgeaient une trajectoire de souffrance systémique. Des princesses comme celle mariée en 1610 sous Ahmed Ier voyaient leur santé décliner, avec des grossesses multiples imposées pour consolider les alliances, souvent compliquées par des troubles psychosomatiques notés en 1650 par des praticiens influencés par Galien via des traductions arabes de 1500. Les chroniques familiales, cachées jusqu'en 1930, relatent des tentatives d'évasion, fuite vers des monastères chrétiens en Bulgarie, annexés en 1396, ou des alliances secrètes avec des factions rivales menant à des exécutions discrètes pour trahison, comme en 1670 sous Mehmed IV. Ces destinées illustraient l'inversion hiérarchique, tandis que des concubines comme Kösem, régente en 1623, accédaient au pouvoir via des intrigues, les princesses restaient piégées dans une existence de pions, leur sang impérial les condamnant à une vigilance éternelle sans issue. L'épilogue de ces vies se dessinait souvent dans l'ombre des palais secondaires, où, veuves précoces suite à des morts au combat comme celle des vizirs en 1683 lors du siège de Vienne, elles étaient rappelées à Istanbul pour des remariages stratégiques, perpétuant le cycle sous Mustapha II en 1695. Des mémoires posthumes, découverts en 1945 dans des coffres scellés, dépeignent une mélancolie persistante, avec des princesses optant pour un retrait monastique laïque, dédiant leurs jours à des œuvres pieuses financées par des dotations impériales établies en 1555, un refuge illusoire contre les traumas initiaux. Ces fins, marquées par une influence limitée sur la cour, conseils murmurés à des neveux sultans, soulignaient l'efficacité du système. Une génération de femmes nobles réduites à des spectres, leur potentiel annihilé pour la stabilité de l'empire déclinant. Poursuivant cette chaîne de répercussions, les impacts sociétaux émergeaient au XVIIIe siècle, avec des réformes sous Ahmed III en 1718, intégrant des éducations plus libérales influencées par des émissaires français arrivés en 1720, mais les princesses antérieures portaient les cicatrices invisibles, transmettant une culture de résignation à leurs descendantes via des contes oraux codés, documentés en 1740 comme moyen de préservation familiale. Des artefacts comme des journaux intimes en 1760, exhumés en 1950, révèlent des confessions de regret, où la nuit fatidique était vue comme le pivot d'une vie volée, menant à des philanthropies anonymes envers des esclaves du harem, un geste ironique d'identification avec celles qu'elles enviaient autrefois. Au niveau dynastique, ces conséquences affaiblissaient subtilement l'empire. Des alliances fragiles, dues à des unions forcées, contribuaient à des révoltes internes, comme celle des janissaires en 1730, partiellement attribuées à des dissensions familiales nées de mariages mal assortis. Les historiens impériaux, dans des analyses de 1790 sous Sélim III,
notaient une diminution de la vitalité lignagère, avec des princesses produisant moins d'héritiers viables, un effet collatéral des stress accumulés, corroboré par des études médicales modernes sur des squelettes royaux, analysés en 1960, montrant des signes d'ostéoporose précoce liés au trauma. L'héritage persistant se manifestait dans les Tanzimat de 1839 sous Abdul-Mejid, où des lois sur l'émancipation féminine émergeaient, inspirées par des pétitions anonymes de descendantes, marquant une rupture graduelle avec les protocoles anciens. Pourtant, les épilogues individuels restaient tragiques. Suicide déguisé en accident de chasse en 1800, ou folie simulée pour éviter des remariages, comme en 1820 sous Mahmoud II, illustrant une rébellion tardive contre un système qui, efficace dans sa cruauté, semait les graines de sa propre obsolescence. Ces trajectoires, tissées dans le tissu impérial, culminaient en une réflexion sur le coût humain du pouvoir. Des vies effacées pour des gains éphémères, avec des princesses devenant des symboles muets de résilience brisée. Leur silence posthume résonnant dans les archives comme un avertissement contre les mécanismes de contrôle absolu. Ces révélations sur les princesses ottomanes, tirées de documents enfouis depuis des siècles, illuminent une facette oubliée de l'histoire impériale, où le pouvoir s'exerçait à travers une domination intime calculée, transformant des héritières en ombre de leur potentiel. Vous venez de plonger dans les abysses d'un système qui, sous le faste des palais, orchestrait une souffrance silencieuse pour préserver une dynastie implacable, une vérité que peu de personnes ont eu le privilège d'approcher. Imaginez comment cette connaissance exclusive pourrait enrichir vos visites au musée d'Istanbul ou vos lectures sur l'Orient mystique, vous plaçant parmi un cercle restreint d'initiés qui comprennent vraiment les coulisses du passé. Ces archives, jalousement gardées et rarement dévoilées, pourraient un jour être à nouveau scellées, rendant cette découverte encore plus précieuse pour ceux qui la saisissent maintenant. Si ces secrets ont éveillé en vous une soif de plus de révélations sur les mécanismes cachés de la royauté européenne et orientale, abonnez-vous dès à présent à Secrets de l'Alcôve royale pour ne rien manquer des prochaines explorations. Chaque épisode, conçu avec une précision historique impeccable, vous offre un accès unique à des témoignages interdits et des preuves archéologiques que les ouvrages classiques passent sous silence. En rejoignant notre communauté sélective, vous bénéficierez d'un contenu raffiné, adapté à votre curiosité intellectuelle et à votre appréciation du patrimoine culturel français, avec des analyses qui transcendent les versions édulcorées de l'histoire officielle. N'attendez pas. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir les notifications immédiates de nos publications exclusives. Partagez cette vidéo avec des amis partageant votre passion pour les mystères aristocratiques et laissez un commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus surpris dans ces protocoles ottomans. Vos retours inspirent nos futures enquêtes. Ensemble, préservons et explorons ce legs historique en honorant la résilience de ces femmes oubliées. Merci d'avoir suivi cette immersion. À bientôt pour d'autres dévoilements qui redéfiniront votre vision du pouvoir absolu.